C'est un nouveau jour sur les antennes de For You Radio, notamment avec le programme Le Galant Talk pour ce mercredi 7 janvier 2025. Merci d'être avec nous sur nos différentes plateformes digitales, mais également aussi sur les 96.3 MHz. Bonjour donc, le Grand Talk de ce jour, c'est bien sûr avec notamment Pharaon Antrécis. Bonjour à vous. Bonjour Fonmoira, bonjour Monsieur Bruno Lobo, bonjour à vous mesdames et messieurs, bonjour Martin. Et c'est un plaisir de vous retrouver encore pour cette énième édition du Grand Talk, c'est For You Radio. Et bien sûr, cela a été dit, Bruno Lobo, qui nous fait donc l'honneur d'être avec nous. Il est notre invité du jour pour ce Grand Talk. Cher Bruno, bonjour. Bonjour Monsieur Noira, bonjour Antrécis la Pharaon, bonjour à notre guide. Bonjour ce matin, bonjour à Martin. Bonjour au Cameroun et bonjour au premier secrétaire du peuple de l'innovation sociale qui nous écoute, Serge Espoir Matomba. Et Nguéné qui est également avec nous comme à chaque fois que l'occasion se présente. Bonjour. Bonjour à vous Fonmoira, bonjour à tous. C'est un plaisir d'être là ce matin, ce mercredi matin. Alors ce jour, donc ce mercredi matin, nous aurons toujours nos rubriques, mais surtout l'échange que nous avions habituellement dans un décryptage des informations, de sujets donc qui sont soumis à notre réflexion ce matin, on peut le dire, entre notamment le sujet d'accueil qui porte sur les élections du côté de Bangui et de Conakry, où les deux présidents, du moins qui étaient en fonction jusqu'ici, sont déclarés vainqueurs, l'un de façon officielle et puis l'autre par la voix du Conseil en charge donc de l'organisation des élections en attendant la proclamation définitive par le Conseil constitutionnel. Est-ce que jusqu'ici l'on peut indiquer qu'il s'agit donc de la voie de la continuité face aux défis sécuritaires et autres? Est-ce que nous sommes arrivés à l'ère de la stabilité du côté de Bangui et de Conakry? Et puis on va s'intéresser également au dossier vénézuélien, cette fois-ci en parlant des accords économiques. Et bien sûr les États-Unis somment à Caracas de rompre les accords avec la Chine, le Cuba et bien sûr la Russie. Donald Trump qui continue toujours à vouloir impressionner davantage par son poids, mais surtout en se positionnant comme celui-là qui a réussi l'exploit que d'autres n'ont pas pu le faire. On aura l'occasion d'échanger avec nos invités, mais pour l'heure, on va s'intéresser donc à ce qui fera le menu de ce soir du point sur l'actualité, quoi que ce soit le mercredi des téléspectateurs. Avec vous, Nguéné. Le mercredi téléspectateurs, je pense que vous avez eu un aperçu de la particularité d'ailleurs de cette émission tous les mercredi sur les antennes For You Média Africa. Vous étiez d'ailleurs à la tête, aux commandes d'une première émission très tôt ce matin. Ça sera également le cas en soirée. Et pour parler bien sûr des thématiques de la soirée, nous reviendrons sur ce qui était encore considéré il y a quelques heures comme spéculation, parlant justement de cette tentative de déstabilisation. Bien, l'information a été confirmée il y a quelques heures par les autorités burkinabées. Il y a bel et bien eu un coup d'État déjoué au Burkina Faso. Le ministre burkinabé de la Sécurité est revenu beaucoup plus en détail sur l'opération en question. Il a livré dans un message vidéo diffusé à la télévision nationale burkinabé les détails de cette opération. Donc voici les grandes lignes qu'il faut donc retenir de cette tentative de déstabilisation. Nous apprenons par le biais justement le ministre burkinabé de la Sécurité que le coup d'État avait été planifié pour être perpétré le 3 janvier dernier. Les auteurs de cette tentative de déstabilisation avaient prévu notamment l'assassinat du capitaine Ibrahim Traoré et plusieurs militaires et civils. Après cela, une base de drones devait être mise hors service, suivie bien sûr d'une intervention militaire terrestre menée et conduite bien sûr par des forces extérieures. L'acteur principal est Paul-Henri Sandaogo Damiba, ancien président de la transition, renversé lui aussi par le capitaine Ibrahim Traoré. C'était le 30 septembre 2022 et aujourd'hui exilé du côté du Togo. Une bonne partie du financement provient de la Côte d'Ivoire, dont la dernière contribution s'élèverait, selon bien sûr le ministre burkinabé de la Sécurité, à 70 millions de francs CFA. Les enquêtes et interpellations se poursuivent. De nombreux civils ont également été interpellés dans le cadre de ce coup d'État manqué. La situation est actuellement sous contrôle et toutes les personnes impliquées seront présentées devant le procureur du Faso. Toute la rigueur de la loi s'appliquera
sera à elle. Le ministre a promis de mettre à la disposition des médias des vidéos d'aveux issues justement des auditions de quelques acteurs clés à l'origine donc, ou du moins au cœur de cette tentative de déstabilisation. Alors nous allons écouter monsieur Mahamadou Sana, qui n'est autre que le ministre burkinabé de la sécurité. Il revient dans cet élément sur beaucoup plus en détail sur ce coup d'État manqué. Nous l'écoutons. Avant tout propos, permettez-moi de rendre un hommage mérité à l'ensemble des forces de défense et de sécurité, à l'ensemble des volontaires pour la défense de la patrie, à l'ensemble de toutes ces populations résilientes et patriotes qui se battent jour et nuit pour que le Burkina Faso reste debout. Grâce à leur résilience, grâce à leur détermination, grâce à leur abnégation, le Burkina Faso restera debout malgré toutes les adversités. Prompt rétablissement aux blessés. Pour ceux qui nous ont quittés dans cette guerre d'honneur, je réitère l'engagement ferme du gouvernement à ne jamais les oublier. Que la terre libre du Burkina Faso leur soit légère. C'est l'occasion pour moi de féliciter et de saluer le travail fort appréciable des services de renseignement. Grâce à leur professionnalisme, le Burkina Faso a déjoué pour la énième fois des tentatives de déstabilisation. Félicitations à eux. En substance, le 3 janvier 2026 à 23 h, il était prévu une action de déstabilisation du pays. Cela allait se faire par une série d'assassinats ciblés des autorités civiles et militaires, en commençant par la neutralisation du camarade capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, président du Faso, soit à bout portant, soit par une action pour miner son domicile. Après cette action, devrait suivre une action de mise hors service de la base drone et une intervention militaire terrestre des forces extérieures. Les acteurs impliqués pour une question de confidentialité et aussi pour éviter de compromettre l'efficacité des enquêtes, nous allons citer seulement l'acteur principal. Il s'agit de l'ex-lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Alors, il a eu pour mission clé de concevoir et de planifier les actions, de rechercher et de mobiliser les fonds, de recruter des populations civiles et des militaires. Les militaires avaient pour mission de coopter d'autres militaires, de mettre en place des groupes d'action avec des missions bien déterminées. Et les civils devraient mobiliser des populations, leurs adeptes, pour que après l'action militaire, ils puissent mobiliser leurs adeptes pour pouvoir soutenir l'action militaire. Ce qui est important aussi d'apporter comme élément d'information auprès des populations, c'est les sources de financement. Il s'est de souligner qu'une bonne partie du financement provient de la Côte d'Ivoire, dont la dernière opération s'élève à 70 millions. Alors, je tiens aussi à souligner que les interpellations se poursuivent, ainsi que le démantèlement des réseaux. En tout état de cause, et pour prendre l'opinion nationale à témoin, nous mettrons à la disposition des médias des vidéos d'aveux issus des auditions de quelques acteurs clés. Alors, les enquêtes se poursuivent, les interpellations également se poursuivent. Alors, toutes les personnes impliquées dans cette affaire seront présentées devant le procureur du Faso et toute la rigueur de la loi s'appliquera à eux. À l'endroit des Burkinabés, je tiens à rassurer les populations que la situation est sous contrôle. Je les invite à rester sereines. Aussi, je tiens à saluer l'esprit d'abnégation, l'esprit de patriotisme des populations et particulièrement de la veille citoyenne. Cette énième mobilisation des populations pour protéger leur leader, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, témoin de leur détermination à soutenir la marche irréversible de la libération du Burkina Faso des chaînes de l'impérialisme. Je lance aussi un message d'unité nationale, de cohésion sociale et d'appel à vigilance accrue aux populations pour renforcer la veille stratégique de lutte contre l'impérialisme. C'est l'occasion pour moi d'appeler l'attention des populations à faire montre de discernement dans leurs activités quotidiennes pour éviter d'être auteurs ou co-auteurs ou complices des projets funestes de déstabilisation de notre pays en dénonçant
tout comportement au numéro indiqué. Alors, je souligne cela parce que dans les investigations, de nombreux citoyens civils ont été également interpellés parce qu'ils ont été utilisés naïvement pour faire des courses ou pour transmettre des commissions par-ci, par-là. Et donc, c'est pour cela que je tiens réellement à ce que les populations soient vigilantes, à ce que les populations fassent montre de discernement dans leurs activités quotidiennes. La réaction à l'instant du ministre burkinabé de la Sécurité, Mahamadou Sana, qui revenait sur les détails de cette tentative de déstabilisation. On parle bien sûr d'une opération qui avait été planifiée pour être perpétrée le 3 janvier dernier. Et dans les détails, l'objectif était bien sûr de porter atteinte à l'intégrité physique du capitaine Ibrahim Traoré, qui est d'ailleurs actuellement le président de la transition, chef de l'État, président de la République, mais également de hauts placés du gouvernement actuel du pays. On parle bien sûr de hauts gradés de l'armée, ainsi que les civils qui composent donc le gouvernement du Burkina Faso, mais grâce à la vigilance du service de renseignement, tous les auteurs, bien sûr, de cette tentative de déstabilisation ont été interpellés, même si le nom de l'ancien président, Paul-Henri Sandaogo Damiba, revient avec insistance. Il faut dire qu'actuellement, ceux qui ont été interpellés et auditionnés sont passés d'ailleurs aux aveux, et on peut voir un peu plus clair justement sur ce qui s'est réellement passé. Donc, il y avait des interrogations qui persistaient depuis plusieurs jours. On s'interrogeait. Je me souviens que lundi dernier, d'ailleurs, on en parlait dans le cadre de l'émission du Point sur l'actualité. On ne savait pas trop comment aborder la thématique puisque l'information n'avait pas encore été confirmée par les autorités. Ben là, c'est chose faite. Je pense que le soir, on aura suffisamment d'éléments pour pouvoir aborder le sujet aux côtés, bien sûr, de nos nombreux téléspectateurs. Peut-être avant que vous ne passiez l'un des autres sujets, la question, je voudrais avoir le point de vue de notre invité Bruno Lombo. Quand vous écoutez cette sortie des autorités burkinabées qui officialisent enfin, parce que jusqu'ici, on n'avait pas d'informations, comme Guinée est en train de dire, il fallait se montrer des sources concordantes, on dit, mais là, le gouvernement assume. Et puis, quand on a écouté le ministre Sana, il n'est pas allé du dos de la cuillère, il a dit, on ne parle pas des autres, on s'intéresse au principal instigateur, qui est donc l'ancien président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Il me souvient qu'il y a quelques jours encore, ce monsieur était très content de dire que si l'occasion lui était donnée de revenir au pays, notamment au Burkina Faso, il devait revenir parce que son pays lui manquait. Aujourd'hui, qu'il soit celui-là qui est présenté comme voulant déstabiliser ou mettre à mal l'actuel gouvernement burkinabé, est-ce à dire que il ne s'est pas finalement affranchi de cet impérialisme-là où on utilise toujours les propres frères pour mettre à mal ou brûler leur maison? Oui, monsieur Noah, ce qu'il faut déjà préciser, c'est qu'il y a un adage africain qui dit que si l'aveugle te promet une pierre à la figure, c'est qu'il a déjà cette pierre-là entre ses mains. Parce qu'il est aveugle, il ne voit pas. Ça veut dire que s'il vous promet quelque chose, forcément, il a déjà les éléments pour pouvoir réaliser ce qu'il voulait. Donc, le discours de l'ancien colonel de l'armée burkinabé était vraiment fort à propos parce que ça dévoilait à l'époque, effectivement, son intention de préparer ce coup d'État. On ne fait pas ce genre d'annonce par hasard. S'il l'a dit, il a précisé que si l'occasion lui avait été donnée de revenir aux affaires, il reviendrait aux affaires. En réalité, il est en train de dire que je me prépare à revenir aux affaires. Maintenant, l'autre élément qu'on peut mettre à la lumière ici, c'est effectivement le fait que pour déstabiliser un État, quel qu'il soit, africain surtout, on utilise toujours des personnes qui sont soit proches du pouvoir, soit qui ont côtoyé le pouvoir. Autrement dit, on utilise nos propres frères pour nous faire du mal. Et évidemment, cette fois-ci encore, ça se prouve avec le soutien, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire. Encore, avec le soutien de la Côte d'Ivoire, on instrumentalise un Burkinabé pour renverser
un gouvernement qui, ma foi, aura prouvé qu'il est en train de travailler pour le peuple burkinabé et peut-être pour la libération même totale de l'Afrique. Parce que c'est un cas d'école, le Burkina Faso aujourd'hui avec les autres pays de l'AES. C'est un exemple qu'il faut suivre et qu'il faut justement mettre en œuvre. Et le mettre en œuvre ne signifie pas simplement copier ce qu'ils sont en train de faire. Parce que le Burkina Faso, le Niger et le Mali aujourd'hui nous parlent d'une autre façon. Ils nous disent, nous devons construire nous-mêmes nos propres défenses. Nous devons construire nous-mêmes comment est-ce que nous voulons gérer nos populations. Et nous devons nous-mêmes être capables de faire face à l'impérialisme. Parce que c'est de ça qu'il est question. Quand on regarde l'actualité internationale aujourd'hui, on se rend compte que il y a une nouvelle forme d'impérialisme, il y a un néo-impérialisme qui est en train de se faire. C'est-à-dire que certaines personnes ne se cachent plus pour aller arracher et prendre de force ce qui ne leur appartient pas. Et c'est la même situation que vit le Burkina Faso aujourd'hui. Il y a des velléités externes qui voudraient faire en sorte que le Burkina Faso soit assujetti et totalement ensevelé par le colon. Et c'est de ça qu'il est question. Nous devons donc pouvoir nous-mêmes construire nos défenses, être capables de dire non à l'impérialisme avec nos propres moyens. Et quand il dit propres moyens, ça signifie également que ceux qui croient que on remplace un maître par un autre se mettent le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Parce qu'il faut préciser que pour votre propre défense, vous ne pouvez compter que sur vous. Mais maintenant, la difficulté là-dedans, c'est pouvoir compter avec la traîtrise de ceux qui sont proches de nous. Et c'est l'équation la plus compliquée à résoudre. C'est comment endiguer la traîtrise interne. Comment est-ce qu'on extirpe effectivement le ver dans la paume parce qu'elle s'est déjà installée. C'est ça le véritable danger de l'Afrique. Donc, à ce niveau-là, il est question pour nous de véritablement travailler les identités culturelles et la moralité du peuple africain. À savoir que nous sommes responsables, chacun en tant qu'individu, de la sécurité intérieure nationale et responsable de ce qui arrive au pays de manière globale. Il faut arrêter de toujours tendre le doigt vers les autres et se dire que nous n'avons pas notre part de responsabilité. Parce que ce qui arrive au Burkina Faso, et j'ai envie de parler du Venezuela par la même occasion. C'est vrai qu'on va y revenir. Hein. Ce qui arrive au Burkina Faso, c'est simplement le fait que dans le pays, dans la paume, il existe des vers qui gangrènent effectivement les consciences parce qu'on ne peut pas planifier un coup d'État comme celui-là sans avoir des soutiens internes. Donc, la question, c'est comment on extirpe le ver de la paume. Et ça, c'est l'équation à 80 millions de dollars qu'il faudra résoudre pour les peuples africains qui veulent s'émanciper et qui prônent leur souveraineté. Et j'ai envie de savoir, Monsieur Lombo, l'ancien lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba est exilé au Togo et on sait qu'à la tête quand même d'un État, le renseignement est très pointu. Est-ce que Damiba a pu fomenter ce coup d'État à partir du Togo sans que l'État togolais n'en sache rien? C'est un peu surprenant quand même. Généralement, quand on accepte l'asile, quand on donne l'asile à quelqu'un, généralement, ses faits et gestes sont contrôlés. Autrement surtout un homme comme lui, qui est quand même un militaire et un ancien chef d'État. Qui est un homme public, oui, qui a quand même exercé vraiment au plus haut niveau du Burkina Faso. Ça suppose que ses faits et gestes doivent être contrôlés et ils sont sûrs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut se dire que le renseignement effectivement togolais devrait être au courant de ce qui se passe. Mais on n'en a pas la certitude. Mais seulement le simple fait d'être encore au Togo et d'avoir, ou du moins, c'est les renseignements burkinabés qui déclarent effectivement que c'est Sandaogo qui réside au Togo, qui serait l'instigateur du coup d'État. Le gouvernement togolais, l'État togolais n'a pas encore fait une sortie là-dessus. Donc il faut savoir raison garder quand même et de préciser certaines choses. Sauf que dans la lecture géopolitique, c'est quand même impensable de penser que on peut faire ce genre d'action sans avoir laissé quelques indices, n'est-ce pas, au renseignement du pays hôte
qui leur permettrait effectivement de pouvoir préciser une ou deux choses. Rien ne nous dit non plus que ce n'est pas le gouvernement togolais, mais l'État togolais qui aurait filé l'information au Burkina Faso. Donc c'est des petites choses comme ça en géopolitique. Il y a des petits éléments comme cela qui peuvent intervenir et qui, ma foi, battent en brèche tout ce qu'on pouvait penser. Donc attendons quand même la réaction du gouvernement togolais pour pouvoir se rassurer et se positionner effectivement sur la responsabilité de l'État togolais par rapport à cette situation-là. Merci. Effectivement, c'est une question qu'on ne pourra pas poser à Chiangeni, lui demander si ses sources n'ont encore rien dit. Du côté, il y a de Lomé. Non, mais je pense quand même que les deux pays peuvent collaborer. Les enquêtes sont en cours. Je pense que là, les autorités n'ont dévoilé que ce qu'on devait savoir, en fait. Maintenant, si l'implication du Togo est avérée, je pense qu'il y a les canaux diplomatiques qui restent ouverts et par lesquels on peut bien évidemment échanger. C'est-à-dire quoi? Il y a des possibilités que le Burkina Faso, si le Togo est impliqué, qu'on exige d'ailleurs du Togo le rapatriement de Paul-Henri Sandaogo Damiba pour qu'il réponde de ces actes devant la justice burkinabé. Donc je pense que peu importe ce qu'on pourrait imaginer maintenant, tant qu'il y a les canaux diplomatiques, les passerelles de dialogue restent ouvertes et il y a des possibilités qu'on exige justement son retour du côté du Burkina Faso. Maintenant, si le Togo s'oppose à cette requête, je le dis bien, au cas où les faits seraient avérés, là on comprendrait clairement que voilà, certainement le Togo aurait, entre guillemets, peut-être un rôle trouble dans cette tentative de déstabilisation. Mais il faut quand même souligner que ce n'est pas la première fois que le nom du colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba apparaissent dans une tentative de déstabilisation. Depuis son renversement le 30 septembre 2022, il faut dire qu'à plusieurs reprises, son nom a été cité. Et à chaque fois, son pays d'accueil est également cité de très près parce qu'on ne comprend pas comment son nom revient dans des tentatives de déstabilisation du côté du Burkina Faso, mais lui reste toujours en exil du côté du Togo. Donc, il y a un flou qui entoure, mais comme je le disais également, il y a certains secrets d'État forcément qu'on ne maîtrise pas et certains détails qu'on n'a pas et qu'on ne saurait commenter ou encore apporter des éléments d'appréciation concrets autour de l'évolution de la situation. Maintenant, sur la deuxième thématique de la soirée, je pense que vous l'avez également mise, cette thématique ce matin sur la table de vos échanges dans le cadre de cette émission du Grand Talk. Nous reviendrons sur l'évolution de la situation du côté du Venezuela avec un regard, un accent, un angle précis qui sera mis sur le continent africain. Alors, après les événements du samedi 3 janvier dernier, et ils sont nombreux, ces dirigeants africains qui sont montés au créneau pour dénoncer l'intervention militaire américaine du côté du Venezuela. Cela a été apparenté même parfois à un coup d'État réussi du côté de Caracas. On a vu plusieurs pays sortir, dénoncer l'Union africaine, la CEDEAO également. Alors, ce sont des sorties, ces sorties peuvent-elles être assimilées à une démarche préventive d'un continent qui, de plus en plus, semble aujourd'hui conscient des enjeux géopolitiques, notamment sur la scène internationale, parce que quand on écoute Donald Trump, et il vous dit que la prochaine étape, par exemple, c'est le Groenland, c'est le Mexique, c'est la Colombie, ou encore la récupération du canal de Panama, on se demande en tant qu'Africain, est-ce qu'on est épargné à l'abri justement de ces velléités expansionnistes de l'administration Trump. Donc le soir nous allons ouvrir le standard pour que les téléspectateurs puissent également nous donner leur lecture de la situation. L'Afrique est-elle dans le viseur de Donald Trump? C'est la question que nous allons d'ailleurs poser. N'oublions pas qu'il y a quand même des événements qui se sont produits récemment qui nous poussent à croire que voilà, l'administration Trump ne saurait laisser bien sûr le continent africain s'émanciper. Il y a eu les frappes américaines du côté du Nigeria qui ont poussé beaucoup à réfléchir autour justement des relations ou du moins des rapports que l'administration Bola Ahmed Tinubu entretient avec l'administration Trump. Il y a eu l'accord sur les minerais critiques qui a été passé entre Washington et la République démocratique du Congo, car nous savons que c'est surtout le pétrole
pétrole vénézuélien qui est à l'origine aujourd'hui de cette escalade entre Caracas et Washington. On est quand même en droit de nous poser la question, celle de savoir est-ce que le continent africain, avec ses réserves de minerais critiques, ne serait-il pas dans le viseur, que ce soit à court, à moyen ou encore à long terme de l'administration américaine. Alors, la question se pose d'autant plus que les États-Unis aujourd'hui, selon bien sûr plusieurs médias, exigeraient de la nouvelle présidente, c'est-à-dire celle qui assure l'intérim, Delcy Rodriguez, qu'elle rompe ses liens avec justement la Russie, la Chine, l'Iran ou encore Cuba. La plupart de ces pays que je cite là sont aujourd'hui des partenaires stratégiques de plusieurs pays du continent africain. L'information a été révélée bien sûr par plusieurs médias. On parle bien sûr de ABC News. L'administration Trump aurait donc indiqué à la présidente par intérim que Caracas devrait remplir les exigences de la Maison-Blanche avant d'être autorisé à augmenter sa production de pétrole. La première exigence, c'est que le pays doit exclure la Chine, la Russie, l'Iran et Cuba et rompre ses liens économiques avec ces pays. La deuxième condition, le Venezuela doit accepter de collaborer exclusivement avec les États-Unis pour la production de pétrole et privilégier les États-Unis lors, bien sûr, de la vente du pétrole lourd. Ça, ce sont les sources, bien sûr, de ces médias, de ce média ABC News. Nous avons également appris que le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré aux parlementaires lors d'une réunion à huis clos que Washington compte pouvoir exercer des pressions car les pétroliers vénézuéliens sont déjà remplis. Les États-Unis estiment que Caracas n'a que quelques semaines avant de risquer la faillite s'il ne vend pas ses réserves d'or noir aux États-Unis. Donc, vous voyez que sur l'échiquier géopolitique mondial, les choses bougent. Et l'administration Trump ne compte pas s'arrêter après avoir capturé et exfiltré le président Nicolas Maduro. Là, il y a des pressions qui sont exercées, bien sûr, sur la vice-présidente, ou du moins sur la présidente par intérim Delcy Rodriguez. Alors, est-ce que l'Afrique va se contenter d'une position de spectatrice, ou alors est-ce qu'on va se lever? Parce que vous savez que le débat qui revient depuis samedi dernier tourne généralement autour de l'unité politique de notre continent, mais comment y arriver de façon générale? Il y a beaucoup de questions qui méritent d'être posées, et ce de façon objective, sur la table, compte tenu bien sûr de toutes ces évolutions sur la scène internationale. Donc, l'objectif le soir est de donner la parole aux Africains afin que ces derniers puissent également s'exprimer sur ce sujet. Et je pense que c'est la particularité de cette journée, leur permettre de s'étaler largement, puisqu'on s'est rendu compte qu'en semaine, ou du moins les lundis, mardis, jeudi et vendredi, voire samedi, n'ont pas souvent assez de temps pour pouvoir se prononcer sur ces sujets. Donc la journée du mercredi a été instituée afin bien sûr de permettre à nos téléspectateurs de pouvoir s'étaler largement sur ces sujets. Donc deux principales thématiques aux côtés d'autres sujets d'actualité que les téléspectateurs auront bien le plaisir de nous proposer. On est ouvert, on reste ouvert à toute proposition. Donc voilà ce qui fera d'ailleurs l'essentiel de votre émission Le Point sur l'actualité. Le rendez-vous il est pris, n'oubliez surtout pas l'heure 17h GMT. Merci à vous, Changuené, pour ces informations qui plantent donc le décor du Point sur l'actualité de ce soir. Ne manquez pas le rendez-vous, c'est vous qui faites l'émission. Amis téléauditeurs, vous aurez la place et vous serez à la place des panélistes et puis des experts en donnant vos différentes contributions sur ces deux sujets majeurs, mais également aussi sur d'autres qui intéressent votre pays, le continent de façon générale, ou encore le monde, où on va vous retrouver d'ici à quelques minutes pour la production du journal à la télévision. On prend une courte transition, madame, messieurs, et puis on revient donc échanger sur les sujets que nous avons soumis à nos échanges. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk et puis nous nous intéressons donc au sujet d'accueil qui fait office du premier sujet. La présidentielle s'est tenue du côté de la Guinée-Conakry en Afrique de l'Ouest au sein de la CEDEAO et puis du côté de l'Afrique centrale en République centrafricaine au sein de la CEMAC. Pour ce que l'on sait de ce dernier, Faustin Archange Touadéra passe donc largement
largement en tête avec près de 76% de voix. C'est bien sûr les résultats provisoires donnés donc par la commission électorale indépendante. En attendant bien sûr la proclamation par la voie officielle qu'est le Conseil constitutionnel. Bangui qui était donc depuis quelque temps submergé dans une forme d'insécurité mais surtout des défis depuis sa prise de fonction. Donc le président Faustin-Archange Touadéra tant bien que mal de pouvoir mettre les choses à jour depuis 2015, informant donc le MCU, le mouvement Cœur Uni, qui est devenu son parti politique. Et bien avant, donc avant cette élection, il avait procédé également aussi à une réforme de la Constitution avec notamment la vie des populations et des peuples de Centrafrique, qui lui propose donc un mandat désormais de 7 ans. Il y a donc cette forme de continuité ou encore ce statu quo. C'est la même question qui s'interroge presque notamment du côté de Conakry où Mamadi Doumbouya, venu donc à la tête du pays par la voie des armes, on peut le dire, puisqu'il a eu donc à dégager celui qu'il appelait père hier. Et il s'agit donc de Alpha Condé à la tête de l'État depuis 2021. Il avait indiqué ne pas se présenter aux élections, mais en donnant notamment carte blanche plutôt aux personnes civiles. Certainement, il était devenu civil depuis quelque temps. Il n'abhorrait plus le treillis et puis il avait également eu à procéder pour mettre sur pied une nouvelle forme d'État, avait-il indiqué, avec un référendum. Ce référendum également aussi passait le mandat présidentiel à 7 ans désormais. Mais l'une de ses plus grosses, on va dire notamment réussite, c'est bien sûr le projet Simandou qui est porté jusqu'à 2040, il faut dire après 2 décennies sans toutefois que le projet ait eu avancé. Mamadi Doumbouya a semblé trouver la formule magique pour faire avancer le projet à travers donc le lancement de ce géant projet qui sera le principal socle de la refondation de Conakry en termes d'infrastructure, mais surtout de son sous-sol minier, également le lancement du Transguinéen, ce train qui fait bien sûr le tour et qui vise donc à transporter des marchandises depuis le port de Conakry vers d'autres pays de la sous-région. Est-ce un statu quo ou bien la continuité? Sommes-nous à l'ère notamment donc d'une certaine stabilité? C'est la question qui est posée pour ce premier sujet, mais d'entrée de jeu, il a eu à gagner les élections à près de 86% derrière Yaro Abdallah, qui bien sûr était son poursuivant. Ce dernier avait d'abord indiqué qu'il s'opposait aux résultats et par la suite il a dit qu'il était d'accord. Et finalement, donc Mamadi Doumbouya est passé sans aucune éclaboussure. Il est désormais donc le président de la République du côté de la Guinée-Conakry. L'homme militaire est devenu l'homme civil aujourd'hui. Avant de poser la question sur les 2 points, mais de façon spécifique, quelle est la lecture que vous avez faite après notamment la tenue des élections et puis les résultats qui sont donnés du côté de la Guinée? Alors, sans grande surprise, notamment dans le cas de la Guinée, où on a vu un soldat troquer le treillis pour la veste ou bien pour la gandoura. Et les scores parlent d'eux-mêmes. C'est-à-dire que victoire, large victoire du colonel Mamadi Doumbouya. C'est la consécration, j'ai envie de dire, du renversement, n'est-ce pas, d'Alpha Condé en 2021 et qui le propulse cette fois-ci de manière, entre guillemets, démocratique à la magistrature suprême. En fait, pour moi, c'est la grande transition. C'est-à-dire que c'est simplement le fait de valider ou de légitimer sa position à la magistrature suprême. Il n'y a pas une autre lecture particulière qu'il faudrait en faire. Maintenant, sur le point stabilité, développement et tout, il faut peut-être préciser que la position d'un chef d'État devrait en principe lui permettre de favoriser l'épanouissement des populations et de faire en sorte que le pays se développe. Ouais. Et ce développement, justement, passe par la croissance économique qui devrait normalement aboutir à ce que les populations dans le pays puissent, à travers certains indices qu'on connaît comme l'IDH, l'indice de développement humain,
que ça passe à un autre niveau. C'est-à-dire que comment est-ce que les populations vont donc percevoir les différents changements, si tant est qu'il y en ait, sur leur vie au quotidien. Voilà les véritables questions qu'il faudrait maintenant qu'on se pose. Vous avez annoncé quelques projets, justement, qui seront engagés au niveau de la Guinée. Et qui ont été engagés, le Simandou, qui est le véritable projet. En fait, c'est même ce qu'il a fait comme son principal projet, le programme qu'il a présenté aux Guinéens. Effectivement. Donc, à ce niveau-là, maintenant, nous attendons effectivement que tous ces programmes-là se transforment en réalité et que ce soit véritablement concret sur le terrain. Parce que une chose, c'est de faire des annonces et l'autre, c'est de véritablement réaliser ce qu'on aura promis, aux populations. La vérité, c'est que l'appréciation qu'on pourra faire de toutes ces actions ne seront que la manifestation du changement dans le quotidien de ceux qu'il aura la charge d'administrer et rien d'autre. Maintenant, le comment ça va se faire, est-ce qu'on aura les moyens d'arriver à cela? Il faut maintenant impliquer aussi les plus de 90% des populations qui lui aura accordé son suffrage à effectivement mettre la main à la pâte pour que ce projet-là soit réalisé de manière concrète et que ça puisse changer la face effectivement de la Guinée, qui est un des pays les plus pauvres, n'est-ce pas, sur le continent africain, peu importe du monde. Donc c'est véritablement un gros challenge. Si tant est que la vision du président Doumbouya est celle véritablement de faire en sorte que les populations soient à un niveau de vie qui soit acceptable, alors les 7 ans qu'on lui a accordés ne seraient que tout bénef. Maintenant, il y a d'autres aspects, effectivement, qu'il faut prendre en compte. Les aspects sur ses soutiens extérieurs, sur la géopolitique et effectivement, le fait qu'il soit arrivé au pouvoir par certains moyens. Ça également, il faut se poser des questions. Et la question véritable, c'est est-ce que le président Mamadou Doumbouya joue véritablement pour le peuple guinéen? Peut-être avant que si Antérissis a une question, vous avez si bien indiqué, est-ce qu'il joue pour le peuple guinéen? Et effectivement, c'est à ce niveau que je voudrais poser la question. Est-ce que pendant son bail à la tête de l'État au niveau de la transition, avez-vous eu le sentiment d'un regard extérieur, peut-être d'analyse, effectivement, que la Guinée, d'un iota, a essayé d'avoir une lumière sur elle, ou bien les peuples, une fraction, certainement parce que tout le monde n'était pas d'accord avec peut-être ces agissements, cette fraction du peuple-là, dont la majorité semble être indiquée au travers des résultats que nous avons aujourd'hui, était content d'un changement, puisque nous sommes arrivés à une forme où, durant une bonne période, c'était bien sûr les pouvoirs militaires qui étaient en train d'être mis au sommet. Est-ce que ce peuple-là était dans une logique d'appréciation de cette nouveauté qui devait venir pour changer le pays, ou tout simplement dans le fou rire où quand il y a une nouvelle personne, on aime bien tout ce qui est bling bling, et par la suite on se rend compte qu'on n'est pas dans la réalité, parce que avant quand même beaucoup, le reproche qui a davantage été d'ailleurs fait, c'est qu'il avait dit qu'il rendrait le pouvoir aux civils, et il a fait plusieurs sorties, mais alors plusieurs sorties, lui qui ne communique jamais, c'était l'une de ses sorties, toujours à chaque fois qu'il était devant la presse, ou bien quand il fallait qu'il prenne le microphone, il était toujours pour dire, nous avons dit, nous allons respecter notre engagement, je voudrais que vous soyez rassurés, que ce soit sur le plan national ou international, nous allons remettre le pouvoir aux civils. Ça n'a pas été le cas. Il allait dans la gestion jusqu'au niveau du référendum. Et puis, finalement, il a été comme porté par ce peuple-là pour être le candidat indépendant, parce qu'il faut le dire, il n'avait pas de parti politique. Alors, ce qu'il faut dire peut-être là-dessus, c'est que, effectivement, les populations, lorsqu'elles ont connu des situations compliquées, lorsqu'elles ont connu la souffrance, lorsqu'elles ont connu véritablement le sommet de la précarité, elles sont prêtes, effectivement, et elles accueillent avec beaucoup de joie quelqu'un qui, même s'il ne présente pas véritablement les aspirations du peuple, le simple fait de voir un changement constitue
une liesse totale. Peu importe parfois même la méthode. Peu importe la méthode. On fait fi de la méthode parce que on pourrait peut-être réprimander les méthodes par lesquelles ces personnes accèdent au pouvoir. Mais, peu importe la méthode, le simple fait d'avoir cette alternance-là, entre guillemets, au sommet de pouvoir, constitue une grande joie pour les populations qui, cette fois, manifestent plutôt un espoir de voir les choses véritablement changer dans leur quotidien. Sauf que la réalité rattrape toujours très vite les populations, en ce sens que n'étant pas effectivement les acteurs de ce changement-là, ils n'ont justement plus le contrôle, ils n'ont pas le contrôle sur ce qui pourrait éventuellement arriver. Pour cause, on voit que le général, le colonel Doumbouya... En général, aujourd'hui, attention. Voilà, le général Doumbouya poursuit tranquillement son chemin. Quand on regarde le parcours, vous vous rendez compte que c'est une succession d'actions de légitimation, effectivement, de sa présence à la tête du pouvoir guinéen. Pas une affaire où le peuple l'aurait porté. Parce que lorsque vous regardez arriver au pouvoir par renversement du président, mandat du président Alpha Condé, ensuite, il promet aux populations qu'il ne se présenterait pas aux élections. Et puis, on dit même qu'il a eu à mettre sur pied les principaux opposants de côté, c'est le dialogue, l'état de nuire. Toute l'opposition a été mise hors d'état de nuire en promettant mais sinon, comment expliquer que vous annoncez que vous n'allez pas vous présenter à l'élection présidentielle, mais vous êtes en train de neutraliser toute l'opposition. Ça devait être l'effet contraire, c'est-à-dire que lorsque vous annoncez que vous n'allez pas vous présenter à l'élection présidentielle, vous devez renforcer donc les forces civiles, n'est-ce pas, et politiques du pays pour qu'elles puissent être préparées à prendre la transition en main et à mener le pays vers d'autres. Justement, je voudrais vous relancer directement. Est-ce que ne pensez-vous pas qu'à un moment donné de ce parcours, mis à part la boulimie du pouvoir, parce qu'il ne voulait pas toujours peindre le président Doumbouya dans le côté noir obscur, est-ce que peut-être il ne s'est pas dit qu'on peut avoir quelque chose qu'il faudrait porté en avant, notamment ce fameux projet de Simandou qui a été lancé aujourd'hui, où les Coréens sont les principaux acteurs, notamment de la ressource minière du côté de la Guinée-Conakry, et qu'il fallait certainement conduire ce projet parce que il y aurait quelque chose qui pourrait venir. Parce que dans son discours, je vais dire de campagne, qu'il a eu à faire quelques jours avant la clôture de la campagne dans son bureau, il avait dit « J'invite les Guinéens à aller voter celui dont ils pensent qu'il peut apporter un visage nouveau à notre pays. » Et il a terminé par la suite en disant « Je voudrais que vous votiez pour la continuité. » Donc, dans la continuité, certainement, peut-être, il avait eu à apporter un brin de quelque chose, mais ce qui peut paraître aussi un peu intriguant, est-ce que le fait que Yare Baldo Abdoulaye, qui prétendait être l'unique opposant, même s'il ne faisait pas le poids, a voulu contester les résultats, mais quelques heures, disons cela, a laissé. Est-ce que c'est parce qu'il y aura eu peut-être des tractations, on se dit que non, finalement Doumbouya peut avoir un bon projet, ou encore d'autres mécanismes internes politiques? Alors, il faut faire attention sur l'analyse qu'on peut faire justement sur cette question-là. Il ne faut pas refuser une certaine humanité au président guinéen actuel. On ne peut pas lui refuser cette humanité-là. C'est-à-dire que... Intéressant, c'est en train de rire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement dépeindre un personnage de noir complètement. À certains moments, effectivement, oui, il y a un sursaut, n'est-ce pas, de responsabilité au moment où on se dit non, il faudrait quand même que j'apporte quelque chose à ce pays. Même si je n'ai pas toutes les coups des franges pour pouvoir agir, j'ai quand même envie de laisser mon empreinte. Et là-dessus, c'est totalement légitime. Sauf que dans les actes et dans le discours, on est quand même amené à douter de la bonne foi et effectivement de ce que le président serait capable d'aller jusqu'au bout de ce qu'il aura annoncé. Donc, il a justement annoncé qu'il ne serait pas candidat à l'élection présidentielle. Mais entre-temps, c'est la neutralisation de toute l'opposition, c'est la mise en place des éléments de changement de constitution, c'est-à-dire que c'est
le scénario parfait, effectivement, de celui qui veut rester au pouvoir, malgré le discours contradictoire qui sera amené à donner. Donc, tous les faits montraient effectivement que celui-ci était en train de préparer son passage et de légitimation de son élection à la magistrature suprême. C'est-à-dire que c'est seulement un changement de statut, entre guillemets. Et pas de statut, entre guillemets, de putschiste à un statut de président légalement élu à la tête d'une nation. Donc, maintenant, sur ses intentions personnelles, il y a lieu de se questionner parce qu'effectivement, il peut avoir, et c'est pour ça que j'ai parlé d'humanité, il peut justement avoir n'est-ce pas, ce côté-là qui voudrait faire en sorte que la Guinée sorte, n'est-ce pas, de certains sentiers battus, sauf que c'est sans compter sur les desiderata du colon et de l'impérialiste qui voudrait effectivement faire main basse sur un certain nombre d'éléments dans le pays. Et quand on regarde justement le fonctionnement actuel du gouvernement guinéen, on ne constate pas une véritable rupture avec le système néocolonial. Et il faut peut-être rappeler que le général Doumbouya serait également français parce que son épouse, effectivement... Un ancien légionnaire qui avait travaillé de façon contractuelle. Donc, on se demande si on n'est pas dans une situation de délit d'initié ou bien de casus belli. Parce que effectivement, pour qui serait en train de jouer le général Doumbouya pour les populations guinéennes ou bien pour les intérêts d'autres nations tapis dans l'ombre. Mais toujours est-il que quand on regarde le fonctionnement, on a envie de dire qu'effectivement, il est dans la continuité de la France-Afrique. Et Monsieur Lombo, si vous me permettez, on serait donc en droit de se demander pourquoi avoir renversé Alpha Condé, qui était dans une logique de panafricanisme, de panafricanisation certainement de la Guinée. Oui, bon, parce qu'il y en a qui n'aiment pas quand on dit Guinée-Conakry, parce qu'ils estiment que c'est de la redondance. Ok. Alors, je voudrais m'interroger avec vous sur quelques points que j'ai notés. J'ai très bien écouté, j'ai très bien compris votre déroulé. Alors, déjà, est-ce que les Guinéens ne serait pas en crise de confiance, parce que quelqu'un qui vous promet des choses et qui ne les fait pas, forcément, ça crée un sentiment de dépit et de crise de confiance chez ceux à qui vous faites ces promesses-là. Commençons déjà donc par le mandat qui passe de 5 à 7 ans, ce qui est déjà peut-être un problème. Enfin, on pourrait se dire que, ok, 5 ans ne sont pas largement suffisants pour acter des choses, mettre sur pied des choses, peut-être développer une nation. On passe de 5 à 7 ans. Je pense que dans la tête des Guinéens, ça peut déjà commencer à faire tilt. Deuxième chose, lors de l'élection présidentielle de décembre dernier à Conakry, du moins dans toute la Guinée, on a, lors des Vox Pop, parce que nous sommes quand même journalistes, on a relevé ce sentiment, enfin ce dépit, parce que lorsqu'on interrogeait par exemple les citoyens qui allaient aux urnes, ils avaient cette désillusion, même dans les yeux, dans l'attitude, même dans le regard, ils se disaient « Oh bof, qu'est-ce que ça va changer? De toute façon, qu'on dirait le vainqueur ». Et troisième chose, le fait déjà que le colonel, l'ancien légionnaire français Mamadi Doumbouya ait neutralisé les opposants, ce qui n'est pas de bon augure. Lorsqu'on est dans une démocratie, il y a des choses qui ne se font pas. Ça montre tout de suite le côté totalitaire, peut-être de l'individu ou alors du système. Et puis on continue avec la non-présentation à l'élection. C'est une promesse. Non, je ne me présenterai pas à l'élection, et après vous présentez. Est-ce que vous allez rester crédible aux yeux quand même de ceux, parce que le peuple est quand même souverain, c'est quand même le peuple qui vous élève. Et on continue avec le fait qu'il y a quelques jours, on a appris que Mamadi Doumbouya devient le nouveau patron de l'immobilier en Guinée-Conakry. Il va s'arroger les parcelles, les terrains, les immeubles. Ce qui, en soi, enfin, je me dis, c'est cette arrogation des richesses du pays, des biens immobiliers du pays, pourrait continuer à questionner quand même les populations. Et maintenant, la promesse de rendre le pouvoir aux civils n'a pas été tenue. Il est devenu civil lui-même. On a vu, on peut prendre le parallèle avec le Gabon. Et puis maintenant, alors, est-ce que finalement, M. Lombo, on ne va pas se questionner sur la légitimité de certains
coups d'État en Afrique. Certains sont bénéfiques parce que oui, ils font partie du pouvoir. Un individu qui n'avait pas à cœur les intérêts du pays, qui était le vassal de l'Occident. Et puis maintenant, quand ces personnes-là prennent le pouvoir, eh bien, on voit les avancées et on sait pourquoi. On connaît l'idéologie. Mais est-ce qu'on peut, quand on questionne le renversement de Alpha Condé, qui était déjà lancé sur une idéologie, est-ce qu'on peut saluer ce coup d'État? Bon, vous avez questionné, bon, je vais sortir, hein, oui. La méthode, hein, vous dites que bon, ok, quel que soit le chemin qu'on emprunte, à flanc de montagne, on va arriver à Douala. Est-ce qu'on devrait se contenter de ça? Est-ce que c'est pas une fatalité, monsieur Lombo, finalement? Alors, votre analyse est, ma foi, assez pertinente et pointue. Je vous remercie. Ça nous permet d'aborder un pan de la question qui aurait pu être voilé. C'est le pan de la perception. La perception. C'est-à-dire que vous avez parlé justement des populations. Est-ce qu'elles vont penser que ce que le président fait est évidemment légitime? Sauf que lorsque... Et surtout, est-ce qu'il est digne de confiance? Est-ce qu'il est digne de confiance? Lorsqu'on regarde les résultats de l'élection, quel est le pourcentage qu'il a obtenu? 86%. 86%. Autrement dit, pratiquement la quasi-totalité. La quasi-totalité, effectivement, des inscrits dans les listes électorales est pour. En fait, c'est la perception qu'on veut qu'il ait dans la tête des populations. Parce que c'est une succession d'actions qui veulent justement faire en sorte que on voit la position ou bien l'élection du président Doumbouya comme la volonté du peuple. Et c'est de ça qu'il s'agit. Le fait qu'il ait passé le changement de constitution par référendum est également très évocateur. Ça signifie qu'il veut également impliquer, entre guillemets, qu'il dit que c'est le peuple qui a voulu que le mandat passe de 5 à 7 ans. C'est le peuple qui m'a plébiscité à 86% à l'élection présidentielle. Donc on est là dans un parcours de légitimation simplement parce qu'on veut voir ces choses sous le prisme de la démocratie, entre guillemets. Parce que si on sort effectivement de ce vase et qu'on se dise que probablement cette démocratie est l'instrument impérialiste ou bien néocolonial de contrôle effectivement des gouvernements africains. Lorsqu'on se met dans cette optique-là de sortir un peu de ce cadre, on se rend compte que tout ce qui est fait justement pour conditionner l'opinion publique et mondiale sur les faits et sur ce qu'on doit légitimer et légaliser son accession au pouvoir comme émanant de la volonté du peuple. Par contre, pour nous qui pensons que la démocratie n'est qu'un mot, parce que le type de gouvernement ou bien la façon de gérer un peuple pour nous n'est pas forcément par la démocratie telle qu'elle est vue par l'Occident, on se dit quand même que peut-être qu'il y aurait eu d'autres moyens pour pouvoir faire en sorte que le président Doumbouya soit véritablement légitime, parce que c'est sous le prisme de cette démocratie-là aujourd'hui qu'on fait cette analyse. Mais maintenant, si on va aller effectivement sous le sens panafricain, ou bien panafricaniste du terme, il faudrait bien mettre sur la table ces différents éléments de légitimité concrète qui doivent venir effectivement des populations, pas par la manifestation des mécanismes électoraux qui voudraient faire en sorte que vous soyez légitime ou pas parce que le peuple vous aurait voté. Maintenant, si on veut même analyser en profondeur ces chiffres, on va se rendre compte que quoi? Prenons, si on veut regarder, par exemple, le fichier électoral, on va peut-être se rendre compte que par rapport à la population, peut-être qu'il ne s'agit que de 10% de la population. Ce qui contribue encore à cet effet de manipulation de masse sur le fait qu'on voudrait légitimer en passant par des canaux démocratiques, entre guillemets, pour démontrer que le peuple m'aura mis à cette position. Mais qui est le peuple finalement?
Voilà la question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est le peuple profond, n'est-ce pas, de la Guinée équatoriale qui aura parlé, ou bien c'est simplement la manifestation d'un processus qu'on aurait tiré à son avantage? Et vous êtes très accommodant, Monsieur Lombo. Vous êtes arrangeant, vous faites du politiquement correct, vous évitez de parler de manipulation. Je dis les choses telles que je les ressens. Je dis les choses telles que je les ressens et c'est à chacun de faire son opinion. Moi, je présente les faits. Maintenant, je ne suis pas guinéen pour dire que je ne suis pas d'accord. De quel droit est-ce que je ne suis pas d'accord ou pas? Je présente les faits, je fais mon analyse et puis chacun va faire son analyse. Tout à fait. De toute façon, le peuple n'est ni aveugle ni sourd, voilà. Le peuple sait. Chacun prendra parti en fonction des informations qu'il aura reçues. Alors, de notre côté, c'est le président du Centrafrique que vous connaissez très bien, professeur Foussin Touadéra, qui a eu donc à remporter pour ce premier tour parce qu'il n'a pas eu un second. Hein. Il avait dit qu'il devait prendre les élections haut la main au premier tour et selon les chiffres donnés donc par le conseil en charge des élections, la CENI, c'est 76% de voix en attendant la proclamation officielle. Il a réussi à organiser 4 élections au même moment, la présidentielle, les élections régionales, législatives et puis les municipales qui ne sont pas tenues depuis 1988. Lui aussi, il a eu droit récemment à une réforme de la Constitution pour un mandat désormais de 7 ans. Aujourd'hui, où il part plébisciter, on va dire, un 3e mandat successif, peut-être pour une 7e République. Quel est le regard que vous avez? Est-ce que nous avons affaire ici à une continuité de la stabilité et puis également des enjeux et défis sécuritaires? Alors, le cas de la République centrafricaine est un cas un peu spécifique, j'ai envie de dire. Spécifique parce que lorsque le président Touadéra arrive au pouvoir, la Centrafrique est dans un état vraiment peut-être comateux, il faut le préciser. Il y avait beaucoup de problèmes, il y avait des guerres fratricides et tout ça là. C'était vraiment compliqué. Ce que le président Touadéra aura fait de bon, c'est d'abord d'essayer d'unifier le pays et de le pacifier. Ça, c'est tout à son actif. Dans ces 10 dernières années, on n'a pas trop entendu les Séléka, les Balaka, Balaka, Séléka et tout ça. On n'aura pas trop entendu les velléités, effectivement, des communautés centrafricaines. Et vous savez que lorsque la Centrafrique se porte mal, c'est aux portes du Cameroun à l'est que ça se ressent. On n'a pas vu effectivement de ce côté-là des réfugiés traverser la frontière. Ça veut dire que quelque part quand même, le président Touadéra aura fait un travail remarquable en ce qui concerne la stabilité et la sécurité dans son pays. Maintenant, vous parlez politiquement, c'est quand même un exploit que de réaliser 4 élections le même jour. C'est aussi vrai que c'est aussi un exploit, j'avais dit logistique. Et en même temps, il faut saluer cela parce que c'est quand même bien pensé de faire les élections, je n'ai pas envie de dire couplées, mais quadruplées, pour le même coût finalement. Donc, il n'est pas simplement dans une affaire où il veut faire des réformes qu'il a véritablement engagées et qui se manifestent justement par la tenue de ces différentes élections. Ces réformes-là, justement, ont permis et on fait en sorte que nous puissions avoir aujourd'hui, il y aura des maires dans les localités, ce qu'on n'a pas vu depuis pratiquement 10 ans. Donc, depuis 37 ans. 37 ans. Donc, c'est des choses qui vont maintenant focaliser. Parce qu'il s'agit, il est en train de ramener la gestion de la Centrafrique au niveau des populations. Parce que très longtemps, on a vu la Centrafrique sous mandat de l'ONU, il y a eu beaucoup de missions onusiennes au niveau de la Centrafrique où les populations ne géraient pas directement leur pays. Aujourd'hui, que ces élections se tiennent, ça veut donc dire que effectivement, ces élections locales vont permettre l'implication effective des populations centrafricaines à la gestion de la cité et à la gestion des choses communes. Et ça va faire en sorte que effectivement une certaine émancipation et une certaine conscience politique et même, j'aimerais dire, comment je vais qualifier ça, patriotique de la chose va renaître justement en Centrafrique et c'est de cela que l'Afrique a besoin pour véritablement remettre ses peuples au centre
de leur développement et au centre des choses de la gestion de la cité. Donc, c'est tout à son honneur. Donc, je crois que le cas de la Centrafrique est un cas également qui parle malgré les adversités qu'il subit. Parce qu'il faut préciser qu'il n'est pas... il subit effectivement les affres néocoloniaux parce que ce n'est pas évident pour lui, parce que la Centrafrique, c'est un pays également très riche. Ça, il faut le préciser. Donc, mais très pauvre en même temps. Il est en train de faire en sorte que les responsables régionaux et locaux vont pouvoir prendre en main la gestion de la cité et faire en sorte que les choses puissent évoluer. Parce que ce n'est que comme ça, ce n'est qu'en mettant le pied à l'étrier des compatriotes qu'on va les former à la chose politique et à la chose effectivement nationaliste et patriotique pour que le pays soit fort et qu'il puisse être debout et pouvoir faire face aux enjeux effectifs du monde actuellement qui sont véritablement, que le vent souffle fort partout dans tous les secteurs actuellement. Et bon, moi, je salue la pugnacité, la vision et la diligence et la vélocité du président Faustin Archange Touadéra. Il ne se repose pas. Il a d'ailleurs voulu mettre sur pied la crypto-monnaie parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même un mathématicien. Donc, il sait. Il fait beaucoup pour la RCA. Mais est-ce que M. Lombo pourrait revenir quand même à la genèse de la mort clinique du Centrafrique? On est loin du faste avec l'empereur Bokassa. Vous l'avez évoqué, la République centrafricaine est riche, immensément riche de son diamant, et c'est tellement d'autres choses, c'est tellement d'autres minéraux rares, du sous-sol et tout ça. Mais est-ce qu'on pourrait dire que les pillages du diamant, bon, on se souvient des bisbilles de Bokassa avec Giscard d'Estaing, il lui a même pris sa femme. Bon, c'est soit dit en passant. Soit dit en passant. Est-ce que la RCA sera en train de subir ça aujourd'hui? Bon, soit dit en passant, je salue les nouvelles, comment dire ça, le développement, le plan de développement du président Touadéra. Et d'ailleurs, il a d'ailleurs notre soutien ici. Nous ne manquons jamais de relever toutes les choses qu'il fait bien pour l'intérêt des Centrafricains. Est-ce qu'on pourrait dire que le problème part quand même de là? Parce que l'empereur Bokassa, c'est un phénomène quand même. Alors, tout dépend du prisme selon lequel on voit cela. Bokassa est renversé. Pour expliquer l'appauvrissement de la RCA aujourd'hui. Bokassa est renversé, effectivement, parce que dans ses prises de position, il n'était pas toujours en faveur du colon. Voilà pourquoi Bokassa est renversé. Donc, effectivement, le Centrafrique, on dit l'où là? Bon, moi je préfère dire la RCA, la République centrafricaine. Bon, la République centrafricaine, oui. La République centrafricaine aujourd'hui, justement, est victime, n'est-ce pas, de ce que le pays n'aura pas connu une période où des nationalistes forts auraient peut-être mené un certain nombre de combats jusqu'au bout pour qu'il soit à peu près indépendant et souverain. Parce que dès que Bokassa tombe, c'est Bozizé-Ky qui arrive au pouvoir, et ensuite on se rend compte que... Je crois qu'il y a eu Kolingba, voilà, Kolingba, mais après on se rend compte que tous ceux qui arrivent sont effectivement inféodés par un certain nombre de choses. Donc, il arrive dans un contexte où il doit, en même temps, être capable de remettre un certain nombre d'éléments au peuple et être capable de jongler avec les politiques internationales impérialistes pour pouvoir se maintenir et maintenir, effectivement, faire en sorte que cette politique-là soit mise en marche. Donc, c'était une équation assez compliquée. Vous avez parlé tout à l'heure de la crypto-monnaie. Il faut rappeler que Touadéra, c'est un docteur mathématique. Donc, il est très, très introduit, n'est-ce pas, et vous avez souvent, vous accueillez parmi vous un éminent docteur également en finance, le docteur Douma, qui a commis un livre justement sur cet élément centrafricain de crypto-monnaie. Très intéressant à lire, effectivement, parce que le président Touadéra est justement dans une vision de libérer l'Afrique d'une certaine manière. Parce que la finance internationale a ceci de particulier qu'elle est contrôlée par un certain nombre, et on va y arriver lorsqu'on va parler du cas effectivement de Venezuela avec le dollar. Vous allez vous rendre compte que c'est un système assez fermé où les canaux sont très restreints, où vous n'avez pas les coudées franches. Donc, pour pouvoir sortir de ce mécanisme, vous devez pouvoir
être capable de mettre en place des systèmes qui fonctionnent de manière autonome et qui vous permettent à vous d'avoir une certaine marge de manœuvre. Parce que le problème africain aujourd'hui, et surtout les pays au sud du Sahara, c'est que ces pays-là n'ont véritablement pas de marge de manœuvre nécessaire et suffisante parce que soit ces pays sont sous le joug, n'est-ce pas, du monnaie qui n'en est pas une. Je prends le cas du franc CFA par exemple pour la CEMAC et la CEDEAO qui n'en est pas une. Donc, autrement dit, il faut trouver des mécanismes qui vont nous permettre effectivement d'accéder au marché international sans véritablement passer par des tiers qui ponctionnent effectivement nos richesses et nous maintiennent dans un état léthargique et totalement dépendant de leur bonne volonté. Donc, c'est dans ce contexte-là que le président Touadéra fonctionne et peut-être même d'autres présidents actuellement fonctionnent justement dans ce contexte-là pour pouvoir faire en sorte que des réformes soient menées, mais en tenant compte des populations et que ces réformes-là aillent jusqu'au bout en tenant compte effectivement des pressions internationales subies. Donc c'est une quadrature permanente de ce qu'il faut faire pour pouvoir maintenir et faire en sorte que les choses puissent évoluer. Et ça ne finira donc jamais, hein, parce que entre le général Daglo des FSR du Soudan qui menace de marcher sur Bangui et d'atteindre Touadéra, parce que justement on sait que c'est l'Ukraine qui est derrière, mais est-ce que vous pensez quand même qu'il aura suffisamment de cran pour mener à bien toutes les luttes, tous les combats? Et je veux saluer également donc le quadruplé la présidentielle, les communales, j'ai envie de dire les municipales et les régionales. Bon, ce sont les municipales qui ont beaucoup intéressé parce que depuis 1948, il n'y en a pas eu. Il n'y a jamais parlé de maire du côté des différents secteurs de la RCA. On pouvait parler des députés. Mais vraiment, c'est là où tout le monde a su ça depuis 1988, parce que le pays était meurtri par des guerres civiles. Totalement meurtri, parce qu'effectivement, les conseils municipaux sont ceux qui sont les plus proches des populations. Et lorsqu'un conseil municipal ne peut pas gérer, on ne peut pas effectivement avoir une visibilité claire et précise de comment ça se passe sur le terrain. Donc, c'était exprès, bon, pas exprès, mais la situation d'antan a donc imposé qu'il n'y ait plus d'administrateurs à ce niveau-là. Et ça fait donc que c'est la déperdition, c'est tout le monde qui mène sa loi parce qu'aucun maire dans aucune localité, ça fait que tout le monde peut entrer, faire ce qu'il veut et partir, personne ne verra le député. Parfois, ils sont aériens de l'autre côté là-bas, ils ne gèrent pas véritablement les choses, n'est-ce pas, du quotidien. Donc, c'est une véritable avancée et je crois que ça va se faire ressentir effectivement dans les prochains jours en ce qui concerne véritablement la gestion des petites localités et les informations de ce côté-là vont être, j'ai envie de croire que l'avenir est plutôt prometteur pour le peuple centrafricain. En conclusion, donc, M. Touadéra, l'homme de la situation. Disons que l'homme providentiel, il est en train de faire son bout de chemin. On espère juste qu'on aura une continuité, n'est-ce pas, et dans la vision et dans la pugnacité en Centrafrique pour que les choses puissent être menées. Maintenant, il faut compter aussi avec les velléités impérialistes et néocoloniales sur lesquelles il faudrait que l'Afrique se libère de manière totale et complète et puisse définir elle-même quel type de rapport et quel type de relation elle voudrait entretenir avec quelques partenaires que ce soit. Et la France qui n'a pas apprécié le rapprochement de la RCA avec la Russie. Bon, Wagner est devenu Africa Corp, mais force est quand même de reconnaître que les microbes, entre guillemets, sont repoussés parce que la puissance de feu est quand même forte. Monsieur Lombo, c'est pas vous qui démentirez. Et puis avec le bouclier anti-drone qui a été construit autour de Touadéra pour le protéger, parce que de là à ce qu'un sniper fasse un carton sur lui, ça n'a pas été fait. Donc, quand même, les défis sécuritaires sont en train d'être relevés. Et voilà, je crois que le terrorisme, le grand banditisme sont en train d'être repoussés. Tout dépend justement des rapports que vous entretenez avec vos partenaires. Il faut savoir les définir. Il ne faut surtout pas tomber dans le piège de la totale dépendance, parce que ce serait faire le jeu
de ceux qui disent que ceux qui luttent, pour, ceux qui font les luttes panafricanistes aujourd'hui, c'est le changement simplement de maître. Donc il faut justement prouver que ce n'est pas un simple changement de maître, mais c'est un changement dans la vision et dans le comment est-ce qu'on voudrait définir les rapports entretenus avec un quelconque partenaire. Voilà, donc merci. Monsieur, on va prendre une courte transition pour évoquer le sujet qui concerne donc le Venezuela. De retour donc sur le plateau du Grand Talk, il faut dire que selon bien sûr le média ABC News, les États-Unis ont sommé le Venezuela, notamment à Caracas, qui est désormais géré par Delcy Rodriguez, de couper les accords, ou de les rompre, les accords diplomatiques, économiques, avec la Chine, l'Iran, le Cuba et la Russie. Les États-Unis ne veulent pas justement laisser que le pétrole soit remis entre les mains des ennemis des États-Unis. Entre-temps, ils somment notamment la présidente de faire en sorte qu'entre 30 millions et 50 millions de barils doivent désormais quitter du Venezuela pour les États-Unis. Les États-Unis doivent être le client exclusif avec lequel l'on devrait traiter. Monsieur Lombo, votre commentaire, parce que là, Monsieur Trump, c'est un président qui aime bien l'appeler monsieur, est en train de présenter un autre visage. Ça, c'est quand même démontrer une certaine force vis-à-vis du bloc des BRICS, parce que de dire de façon quand même ouverte, on a la Chine, on a la Russie, il y a l'Iran qui est tout proche, et puis quand même Cuba. Non, vous ne les vendez pas, nous sommes le client exclusif, vous traitez uniquement avec nous. Je voudrais votre point de vue d'ailleurs général, peut-être si on peut le dire, pour qu'on commence à évoluer avec les informations qui paraissent au fur et à mesure, sur cette action de Donald Trump du côté de Venezuela. Kidnapping, exfiltration, capture, je crois que tous les noms vont dans ce sens-là. Alors, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que l'acte des États-Unis aujourd'hui est moins un acte de puissance, est plus un acte d'impuissance qu'autre chose, en réalité. C'est plus de l'impuissance. C'est plus de l'impuissance. En fait, lorsque une superpuissance arrive à commettre ce genre d'acte, ça suppose effectivement qu'ils ont épuisé tous les autres moyens pour pouvoir soumettre. En clair, ils ont perdu pied. Ils ont perdu pied totalement. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. En réalité, cette affaire est plus complexe qu'on ne le croit. Il ne s'agit pas simplement de pétrole. Les implications et de comment est-ce que ce pétrole est vendu. Il faut rappeler aux auditeurs que les États-Unis avaient signé avec l'Arabie Saoudite un accord précis, parce que l'Arabie Saoudite à l'époque était le premier producteur de pétrole, que le pétrole ne serait vendu qu'en dollars. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que vous qui voulez le pétrole, même si vous êtes en Arabie Saoudite, vous devez d'abord acheter le dollar pour pouvoir avoir le pétrole. Ça veut donc dire que les États-Unis ont construit leur économie sur cette base-là. Parce qu'aujourd'hui, il vous fallait avoir, n'est-ce pas, le dollar pour acheter le pétrole. Ça veut dire que vous étiez obligé de partir de chez vous, d'aller prendre du dollar, renflouer les caisses, n'est-ce pas, américaines, pour effectivement avoir de l'énergie. Conséquence, les États-Unis se sont permis c'est-à-dire que de multiplier le dollar à leur guise, sans aucun fondement, sans valeur. C'est-à-dire que normalement, une monnaie est forte parce que derrière, il y a des éléments forts qui supportent cette monnaie-là. Par exemple, l'or ou bien
votre économie. À partir du moment où le dollar devient un élément spéculatif, où simplement on vous donne une garantie de ce que c'est la monnaie avec laquelle vous allez acheter, Oui. n'est-ce pas, le pétrole, ça fait que vous êtes obligé de passer par les États-Unis. Donc c'est le contrôle en réalité de l'économie mondiale qui est en jeu. On parle souvent de dédollarisation. Qu'est-ce qui fait mal en réalité? Ce qui fait mal, c'est le fait que entre certains pays, le commerce du pétrole se fait maintenant en des monnaies plutôt locales ou bien conventionnelles entre deux pays. Donc, ça fait donc que les États-Unis sont en train de perdre effectivement le contrôle sur le dollar qui en réalité était le socle, n'est-ce pas, de leur économie, parce que en faisant en sorte que tout le monde vienne acheter le dollar, il vous était donc impossible d'aller faire autrement et vous êtes donc obligé de passer par le trésor américain pour acheter des bons du trésor. Vous étiez obligé d'acheter des bons du trésor. Autrement dit, vous financez l'économie américaine. Donc, c'est avec votre argent que les États-Unis mettent les bases militaires partout. C'est quand même une incongruité. Alors que, de manière concrète, le dollar n'est adossé sur rien du tout. Simplement sur une garantie. Donc, c'est cette aberration que les pays du BRICS ont remarqué et se sont dit, mais il faut donc que nous puissions avoir des éléments qui nous permettent de nous soustraire à cette influence. En réalité, l'invasion ou bien le kidnapping du président Maduro, c'est simplement la manifestation de l'impuissance américaine à pouvoir endiguer la dédollarisation du monde. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'en contrôlant le pétrole, vous contrôlez les systèmes de paiement et vous contrôlez le mécanisme économique américain et vous contrôlez le mécanisme mondial de l'économie. Parce que l'économie mondiale aujourd'hui, on parle du dollar. Sauf que ils n'ont pas vu venir, ils ont vu venir, mais ils ont négligé l'effet BRICS. Et vous allez vous rendre compte, dans les annonces du président Trump aujourd'hui, c'est de dire le Venezuela, qui est actuellement la plus grande réserve de l'or avec noir au monde, près de avec 363 milliards de barils. Oui. Donc vous comprenez que les États-Unis veulent handicaper la Chine, l'Iran Oui. et Cuba. Cuba, qui sont aujourd'hui, La Russie aussi, La compris. Russie la également. Russie est compris. Oui. Sauf que la Russie, elle aussi, produit quand même son part de pétrole. Mais elle veut également, effectivement, ponctionner et faire voler en éclats le BRICS. Sauf qu'il faut avoir une lecture maintenant, j'ai envie de dire, inversée de la situation. Qu'est-ce que les États-Unis ont réussi à faire? Démontrer leur impuissance, démontrer le fait qu'ils sont en train de perdre, justement, parce que le BRICS aujourd'hui, c'est quand même 46% du PIB mondial. C'est quand même 2/3 de la population mondiale qui est en train d'aller au BRICS. Et vous allez vous rendre compte que dès qu'il y a eu cet événement au Venezuela, l'Argentine, Cuba et d'autres pays ont pris des dispositions. Donc, là où les États-Unis croient qu'ils ont éclaté un bloc, ils ont peut-être réussi à rapprocher les différents blocs entre eux et à se dire que si ça arrivait comme ça au Venezuela, Oui. nous ne sommes pas épargnés. Donc, Oui. il est question pour nous de prendre les dispositions effectives pour pouvoir endiguer ce qui est en train d'arriver. Parce que Donald Trump a fait voler en éclat le droit international. Oui. Les États-Unis ne sont donc plus qualifiés pour traiter la Russie de tous les noms d'oiseaux. Parce que s'il prenait au grand camarade Poutine la lubie de kidnapper Voilà. Zelensky, on dirait voilà, c'est un Donc, tyran. Donc aujourd'hui, il est en train d'installer la force comme le droit. Maintenant, c'est le droit de la force qui est mis en exergue autour du monde. Et ça va faire en sorte qu'il y aura de très très grands bouleversements. Aujourd'hui, c'est des menaces, c'est des effets d'annonce. Il demande à la présidente par intérim du Venezuela Oui. de rompre tous les accords Oui, avec certains oui, pays. oui. Mais Sinon, il va lui arriver pire. il ne va lui arriver pire. Sauf que il y a des indiscrétions qui disent quand même que l'invasion ou bien le kidnapping du président Maduro s'est justement fait avec la complicité, n'est-ce pas,
des personnes au sein du gouvernement vénézuélien. Il s'est dit également que ce kidnapping devait avoir lieu en décembre, mais parce que les virements bancaires n'avaient pas été faits à temps, on a préféré remettre ça au choix. Je crois que le choix également est symbolique justement de ce qui s'était passé également dans le même pays il y a 30 ans au passé. Donc vous voyez que c'est une succession d'éléments qui font en sorte qu'on a envie de croire que les États-Unis sont en train de perdre pied. Et au lieu de créer, effectivement, faire en sorte que le gouvernement vénézuélien soit à sa cause, il est en train de faire en sorte que le peuple vénézuélien se rassemble encore autour de leur idéologie qui est le chavisme et de faire en sorte que le pays soit encore plus soudé. Et d'ailleurs, la présidente par intérim, Delcy Rodriguez, le gouvernement, du moins le Venezuela, est actuellement sous état vraiment spécial où l'armée est autorisée à traquer tous ceux qui auront participé d'une manière que ce soit à l'opération américaine. Donc ça contribue également à renforcer ce sentiment patriotique, ce sentiment de souveraineté pour dire non, nous n'allons pas nous laisser impérialiser de la sorte, nous allons nous battre jusqu'à la dernière énergie. Et aujourd'hui, les choses vont se passer. Ce ne sont pas seulement les effets d'annonce du président Trump qu'il faut également regarder, mais analyser aussi l'autre côté de l'affaire sur comment est-ce que les autres pays limitrophes ou bien frontaliers vont réagir et voir la communauté internationale. Parce qu'il faut également dire que plusieurs pays se sont déjà prononcés sur la question et les choses vont évoluer dans un certain sens, mais je ne crois pas que Donald Trump aura forcément atteint son objectif en capturant le président Maduro. Est-ce qu'on pourra assister à un éventuel retour, un retour possible de Maduro aux affaires? Tout dépend de la volonté, n'est-ce pas, des États-Unis, parce que c'est quand même impensable qu'on prenne un chef d'État et qu'on l'accuse de narcotrafic. C'était un prétexte. C'était un peu comme le prétexte au Nigeria, pour bombarder le Nigeria. Tout le monde sait pourquoi est-ce que le président Maduro a été capturé. Maintenant, sur ce qui est de son retour, ce serait un aveu d'échec pour Donald Trump, et connaissant le personnage, je doute très fort que ce soit le cas. Sauf que la capture de Maduro était simplement un instrument d'une idéologie plus forte et plus haute que lui. La preuve, c'est que dès que Delcy Rodriguez a pris le pouvoir, elle a effectivement condamné cette capture-là et elle a mis le pays dans un certain sens pour dire que nous sommes dans la continuité. Elle a déclaré que le président Maduro reste le seul président légitime et légal de son pays. Elle n'est que président intérimaire. Donc les choses doivent véritablement se poursuivre. Et à l'heure où on vous parle, tous les éléments, l'armée est à pied d'œuvre au Venezuela pour sécuriser un certain nombre d'éléments. Parce qu'il est avéré, pour certaines personnes, il est avéré que n'eût été la corruption, n'est-ce pas, de certains Vénézuéliens sur cette affaire, on n'aurait jamais pu prendre le président, justement, parce que les gars ont carrément déposé les armes. Donc, il y a lieu de penser que, parce que quand on regarde, ce n'est pas la première fois. Au Soudan, il y a eu une déculottée. En Somalie, pareil, la déculottée américaine, les Delta Force n'ont pas réussi à faire ce travail-là en Afrique. Comment est-ce que de ce côté-là, ils auraient réussi après? Donc, on se dit que les éléments étaient plutôt favorables à ce qu'il n'y ait pas de résistance formelle sur le terrain pour pouvoir capturer le président. Alors, justement, ça vous avez indiqué, et puis le fils du président Ernesto Maduro l'a dit en ces termes qu'il y avait eu la trahison au niveau de l'entourage du président Nicolas Maduro. Lui-même, il était présent lors de la prestation de serment mardi à l'Assemblée nationale de Delcy Rodriguez. Maintenant, comment est-ce que le tableau, lui, va se présenter? Il y a cette pression des États-Unis. Donald Trump avait d'abord promis à Delcy Rodriguez, avant sa prestation de serment, que si elle ne coopérait pas, elle subirait un sort difficile, voire que celui de Nicolas Maduro. Mais c'est aussi sans compter qu'à l'intérieur du gouvernement bolivarian du Venezuela, il y a des divergences de voix. Il y a beaucoup plus une gauche qui est davantage socialiste et qui ne va pas sembler céder le flanc
aux propos de Trump. Il y a cette menace-là qui est faite au Venezuela. Est-ce que les pays concernés qui traitent généralement avec le Venezuela sur les questions pétrolières, la Chine au premier chef, on a le Cuba qui est juste à côté, il y a l'Iran, il y a la Russie. Est-ce qu'ils vont rester tranquilles? C'est vrai que les chancelleries chinoises et russes ont condamné et ont appelé à la libération immédiate du président Maduro. Mais tel que vous avez eu à dire, on n'est pas sûr que Trump va se laisser faire sur ce coup. Maintenant, il y a le Kremlin qui a eu davantage encore à soutenir la prestation de serment par intérim de Delcy Rodriguez, même si l'Union européenne a dit ne pas reconnaître cela, mais garde quand même. Sans grande surprise, oui. On a vu le président français qui a carrément félicité le président Trump de cette action. Et justement, et qui aime très proche de celui-là que les États-Unis veulent placer à la tête de l'État. Et puis, il y a cet élément-là qui est un point fort qu'on n'est pas en train de beaucoup parler, mais c'est une information également de dernière minute. Le ministre de l'Intérieur du Venezuela est ciblé et menacé même de mort, selon certaines sources internes du pays. Pourquoi? Parce qu'il lui est demandé de pouvoir convaincre, voire contraindre même Delcy Rodriguez, la présidente par intérim, à accepter les propositions faites par Donald Trump au risque qu'il soit une cible et passe de vie à trépas. Comment est-ce que vous analysez ce contexte actuel? Vous vous rendez donc compte que on est à l'ère des alliances. Des alliances parce que il serait impossible aujourd'hui pour un quelconque État, s'il n'est pas une puissance nucléaire, de pouvoir être capable de dire je vais me protéger tout seul. Du coup, et c'est la raison pour laquelle effectivement les États-Unis aboient, ils menacent, parce qu'effectivement, l'heure est grave. Si ces alliances-là arrivent à produire quelque chose de stable et de fort, l'hégémonie des États-Unis est terminée. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la puissance gouvernante du monde et c'est la bipolarité ou bien la multipolarité du monde qui est en train de se jouer. On a les États-Unis qui sont au centre de l'affaire avec le dollar et avec à côté le BRICS qui est en train de vouloir faire une percée phénoménale pour abolir totalement le capitalisme matérialisé ou bien symbolisé par les États-Unis. Il y a donc cette bagarre-là. Nous ne sommes pas loin de la Troisième Guerre mondiale. Nous ne sommes pas loin de la Troisième Guerre mondiale parce que le capitalisme aujourd'hui revêt effectivement d'autres formes. Et de l'autre côté, on a le BRICS qui vient avec un autre côté social ou bien communiste qui rompt un peu justement avec les plans, n'est-ce pas, des États-Unis. Ça fait donc que les deux blocs vont s'affronter jusqu'à ce qu'un bloc puisse être complètement affaissé. Ça ne s'arrêtera pas tant que un bloc ne sera pas vainqueur. Il y aura la guerre. Et la guerre a commencé. C'est d'abord une guerre économique parce que Donald Trump a même déjà lancé, a même déjà déclenché la guerre avec les armes parce qu'il est déjà allé chercher. Et quand vous parlez justement de guerre économique, il faut dire que Trump est en train de vouloir augmenter les tarifs douaniers sur les pays qui achètent du pétrole russe. Oui. C'est depuis un moment qu'il menace d'ailleurs. Et cette fois-ci, il voudrait acter cela. C'est depuis un moment qu'il menace. La question maintenant, c'est comment est-ce que ces pays réagissent par rapport à la menace américaine? Parce que l'autre chose, c'est de voir la menace américaine comme un élément coercitif pour pouvoir faire plier ces pays. Mais en même temps, ça peut être un élément déclencheur de la cristallisation, n'est-ce pas, de ces différents pays-là autour d'un idéal qui peut simplement dire nous n'allons pas accepter l'hégémonie américaine, alors nous allons nous unir et faire front. Donc c'est un couteau à double tranchant. Vous avez vu avec même la Chine, lorsque
les États-Unis ont fait passer les tarifs douaniers à 100%, la Chine ne s'est pas dérangée. Elle a commencé à faire pression de manière économique et technique au point où le gouvernement américain a été obligé de reculer. Et c'est de ça qu'il est question. Mais ça demande une préparation. Et c'est cette préparation-là, effectivement, que les BRICS sont en train de mettre en place pour accélérer le mouvement. Parce qu'il faut préciser que le Venezuela était déjà en passe de signer un accord la veille, n'est-ce pas, du kidnapping de Nicolas Maduro. Il y avait une délégation chinoise au Venezuela qui était venue pour un accord cadre. Vous comprenez que si ça avait lieu, premièrement, la vente du pétrole entre le Venezuela et la Chine devait se faire en réel. Ça fait qu'on devait ponctionner la part du dollar dans la transaction. Parce que ce qu'il faut expliquer, c'est que dans toutes les transactions pétrolières au monde actuellement, il y avait un certain temps, les États-Unis gagnaient simplement parce qu'ils mettaient le dollar comme monnaie d'échange. Donc, c'est comme on est en train de ponctionner leur influence sur le domaine du pétrole. Parce que l'énergie, c'est ce qui gouverne la croissance, ce qui gouverne le développement. Tant qu'on n'a pas compris ça, on ne va pas comprendre pourquoi est-ce que les États-Unis sont en train de finir cette guerre-là. Donc, ça fait donc que, quand vous avez compris que cette affaire tourne autour, n'est-ce pas, au dollar, vous comprenez effectivement que les États-Unis sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout pour maintenir le système dollar et que ce soit un élément pour tous. C'est la raison pour laquelle ils veulent complètement disloquer le bloc, isoler les groupes, isoler la Chine, isoler l'Iran, isoler la Russie, isoler Cuba, qui sont effectivement, ils veulent même isoler la Colombie, ils veulent isoler aussi l'Argentine, mais sauf que ces pays-là sont déjà en train de voir dans quelle mesure est-ce qu'ils vont rejoindre le BRICS. Et quand la masse critique va être rassemblée autour du BRICS, la dédollarisation va s'accélérer mais à un rythme effréné. Et c'est ce que Donald Trump ne peut pas accepter. Les États-Unis ne peuvent pas accepter. Quel que soit le parti, qu'il soit républicain ou qu'il soit démocrate aux États-Unis, la réaction aurait été la même. Parce qu'il s'agit du socle ou bien du fondement du système économique américain. J'ai donc envie de vous poser la question, Bruno Lombo, tel que vous avez eu à faire cette analyse, et puis dans la chute, il s'agit du socle. Les États-Unis voient justement leur, on va dire, la machine fabricante ou fabricatrice, si je peux le dire comme ça, de la richesse américaine vouloir s'échapper. Si on engage le phénomène de la dédollarisation, il faut à tout prix essayer d'user de toutes les forces possibles, de tous les moyens possibles. Est-ce que cela ne donne pas une image un peu comme lorsque la France se voyait perdre notamment ses prêts carrés en Afrique? Est-ce que c'est dans cette même posture que les États-Unis se trouvent aujourd'hui sous pression et que, comme on le dit généralement, quand on est sous pression, on est capable de faire n'importe quoi pour sa survie? C'est même pire. C'est-à-dire que c'est la même situation et puis encore. Parce que vous vous attaquez là au modèle de vie américain. Vous vous attaquez au modèle de vie américain. Les États-Unis sont le pays, c'est l'État le plus endetté au monde. L'État le plus endetté au monde. Et, paradoxalement, pour diminuer la dette des États-Unis, il faut faire quoi? Soit diminuer le train de vie, ce qu'ils ne sont pas prêts à faire, soit d'évaluer la monnaie. Donc, c'est deux scénarios qui, pour eux, inenvisageable. Ce n'est pas envisageable. Du tout. Donc, du coup, c'est les autres qui doivent payer, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut que les gens ouvrent les yeux. C'est le monde entier qui paye pour le développement des États-Unis. Et à vos dépens. C'est-à-dire que vous êtes obligé de venir prendre le dollar pour acheter de l'énergie, et vous êtes obligé de prendre les bons du trésor américain pour... Et c'est avec ces mêmes argents
qu'on vient mettre les bases pour vous contrôler chez vous. Oui, parce que justement, Bruno Lombo, en 1976, lorsque le Venezuela décide de nationaliser son pétrole, son industrie pétrolière, je crois que ça n'a pas plu aux États-Unis. Hein. Je pense qu'ils en ont... Bien sûr, ils en ont gros là-dessus sur la patate. Oui, ça leur reste en travers de la gorge. gorge. Mais l'indécence américaine quand même doit cesser, parce qu'aujourd'hui, Donald Trump estime que les Vénézuéliens doivent leur rendre ce qu'ils leur ont volé. Mais pourtant, c'est le pétrole vénézuélien. Ils l'ont nationalisé en 1976. C'est la même chose que la France a dit au Niger. Oui, que c'est notre uranium. Illégal d'uranium. Donc, vous voyez, c'est la mentalité justement impérialiste qui voudrait effectivement croire que tout ce qui est bien dans le monde vous appartiendrait. C'est quoi cette histoire? Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi il faut rappeler au peuple africain leurs responsabilités. Parce qu'actuellement, nous sommes en une phase de transition. La question, c'est de savoir, et l'Afrique dans tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit? Tout ce qui se passe, parce que le pétrole aujourd'hui, ce n'est peut-être pas chez nous, mais le reste, il y a tellement de richesses en Afrique où on sera obligé à un moment donné, l'Afrique, c'est l'avenir du monde. Mais le coin a menacé de recoloniser l'Afrique par tous les moyens. Mais c'est déjà en cours. Lorsque vous avez les bases militaires partout, c'est une manière de vous dire, si vous vous amusez, on vous attaque à tous les niveaux. Parce que les militaires ne sont pas partis, les forces spéciales américaines ne sont pas partis forcément des États-Unis pour arriver au Venezuela. Ils ont des bases à côté. Donc, c'est ça qui est la question. Et ces bases, justement, qui sont construites dans certains États, c'est pour permettre l'intervention rapide et efficace des États-Unis par rapport à des situations précises. Donc, c'est pour ça que c'est construit. C'est des forces de dissuasion. Ce ne sont pas des forces de construction, mais c'est des forces de dissuasion. Parce que lorsqu'ils veulent quelque chose, ils se l'arrogent, ils l'arrachent par la force. Et la preuve, ils sont allés jusqu'à mettre hors d'état de nuit. Bon, je ne vais pas dire mettre hors d'état de nuit. Ils ont allé jusqu'à kidnapper un président d'un État souverain, ce qui est complètement impensable. Et ils se gargarisent de cela. C'est d'abord, ils ont mis le pied, n'est-ce pas, sur le droit international, au point où aujourd'hui on se dit que si vous voulez quelque chose, tant que vous n'êtes pas fort, vous allez disparaître. Et quelles seraient les conséquences pour Donald Trump, pour l'Amérique, pour cet acte? Disons que l'hostilité va être grandissante. La méfiance internationale va encore s'accélérer, parce qu'il faut dire que ça aura permis de démontrer, s'il fallait encore le faire, que les États-Unis ne protègent que leurs intérêts. Il n'y a pas d'amis dans cette affaire, ils ne protègent que les intérêts. Il s'agit de l'essence même du modèle de vie américain qui est en jeu. C'est l'orgueil qui est mis à mal. Donc, et quand un pays arrive à cet état de choses, il est plus dangereux actuellement qu'avant. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller faire n'importe quoi pour peu qu'ils fassent en sorte qu'ils ne soient pas justement dans la précarité. Donc, ils sont prêts à tout. Comme on dit chez nous, un lion blessé est plus dangereux que tout. Donc, il faut faire très attention. Mais c'est la preuve que effectivement, l'hégémonie américaine est en train de perdre de sa superbe et qu'il est temps pour nous, pays africains, de véritablement prendre ceci comme une opportunité véritable de souveraineté et de pouvoir nous libérer et de construire des alliances fortes, sinon d'unifier complètement l'Afrique pour en faire un continent ou bien un ensemble homogène qui pourra faire face justement à toutes ces velléités. Parce qu'il faut préciser que personne n'est à l'abri. Et nous devons aussi nous doter de l'arme nucléaire. Bon, maintenant, c'est vrai que l'arme nucléaire... parce qu'on n'est pas à l'abri, on pourrait attaquer à tout moment. Sauf que l'arme nucléaire, c'est la... Elle est dissuasive quand même, monsieur Lombo. Elle est dissuasive. Et justement, on a peur de vous parce que vous aurez l'arme nucléaire. Mais jusqu'à quand ça va durer? Le jour où l'arme nucléaire va être utilisée, c'est tout le monde entier qui va en pâtir. Ça va être irréversible. Même ceux qui l'auront utilisé contre un pays ne pourront pas aller dans ce pays-là pour faire ce qu'ils voudraient faire. Donc c'est assez compliqué parce que l'arme nucléaire, quand on parle d'effets radioactifs, peut-être les gens croient que c'est une affaire
de jours, c'est des affaires des centaines d'années pour que ce soit restauré. Vous n'avez qu'à voir aujourd'hui à Nagasaki, Hiroshima. Oui, avec Pearl Harbor. Il y a encore des coins au Japon où personne ne peut entrer jusqu'aujourd'hui, alors que la bombe a été restée quand il y a plus de 50 ans. C'est vieux. Donc, c'est des choses qu'on ne souhaite pas pour l'humanité, et c'est même l'une des raisons pour lesquelles l'arme nucléaire est toujours brandie, mais jamais utilisée. Oui, mais le fait qu'on sache qu'on l'a, oui, fait que les gens vont réfléchir à 2-3 fois avant de nous provoquer. Mais le jour où l'arme nucléaire sera utilisée, ce sera le début de la fin de l'humanité. Merci à vous, Bruno Lombo, pour votre présence ici dans nos murs et puis les échanges que nous avions eus sur ces questions. Il nous reste une dizaine de minutes. On aura au moins l'occasion de prendre la chronique de Pharaon Antrécis juste après la transition. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk alors que nous cheminons vers la sortie de cette émission. Pharaon Antrécis est là bien sûr pour nous apporter une chronique qui va nous permettre de nous questionner, cette fois-ci sur la société, mais pas sur les questions géopolitiques ou encore politiques. Pourquoi pas sur les questions géopolitiques? Ah bon, allons-y alors. Mais pourquoi tu veux me réduire? Non, c'est parce que j'ai eu à dire. Parce que je sais que généralement, parfois, quand on parle trop de géo, tu nous amènes parfois au niveau de la société. Je vous détends un peu. Ah oui, c'est ce que je suis en train de dire en d'autres termes. Non, voilà. On va rester en géopolitique. Alors, ça fait un moment quand même que je voulais partager cette petite réflexion avec toi, avec nos invités, notamment M. Lombo, c'est bien qu'il soit là, et puis avec nos téléauditeurs, parce qu'il faut dire que nous sommes retransmis et sur YouTube et sur Facebook, et peut-être certainement sur Telegram. Alors, je voudrais que nous revenions sur ce livre de Jean-Paul Pougala. C'est un écrivain camerounais qui a titré donc cette réflexion « L'inutile réciprocité des visas avec les États-Unis, quand le romantisme politique se heurte à la real politique ». Il fait donc référence au principe de réciprocité, comment dire ça, utilisé par le Niger, par exemple, le Burkina Faso qui a suivi, et le Mali, avec le fait que justement les États-Unis ne veulent plus octroyer des visas aux ressortissants de certains pays africains. Alors dans la deuxième partie de sa leçon d'intelligence stratégique numéro tant, l'économiste et analyste géopolitique Jean-Paul Pougala propose une lecture critique des choix diplomatiques opérés par les pays de l'Alliance des États du Sahel, notamment en matière de réciprocité des visas avec les États-Unis. Alors, selon l'auteur, les régimes dirigés par Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tiani s'inscrivent dans ce que la science politique qualifie de romantisme politique, une posture idéaliste fondée sur le nationalisme émotionnel, la mobilisation populaire et la croyance que la volonté seule peut compenser le déséquilibre des rapports de force internationaux. Bon, alors, Jean-Paul Pougala souligne que cette approche entre en collision frontale avec la real politique, modèle dominant dans les relations internationales des grandes puissances fondées sur le pragmatisme, la puissance réelle et l'efficacité stratégique. Alors là où les États faibles devraient avancer avec discrétion, calcul et patience, les dirigeants de l'AES choisiraient l'affrontement symbolique au risque de s'exposer inutilement. Alors, pour étayer son analyse, l'auteur revient sur les origines historiques de la real politique, concept théorisé en 1853 par Ludwig von Rochow dans son ouvrage. Bon, c'est en allemand, hein, je ne vais pas lire ça. Alors, Rochow y affirme que la politique ne doit pas être guidé par des idéaux abstraits, mais par l'évaluation lucide des rapports de force. Alors cette pensée sera brillamment appliquée par Otto von Bismarck, artisan de l'unification allemande, grâce à une diplomatie fondée sur la ruse, la manipulation des alliances et la dissimulation stratégique des ambitions réelles. Et pour terminer, bon, je vais m'arrêter là. Jean-Paul Pougala rappelle que Bismarck, conscient de la méfiance des grandes puissances européennes, a évité toute confrontation simultanée, préférant isoler cet adversaire
adversaires un à un, tout en rassurant temporairement les autres. Donc une méthode radicalement opposée à celle que l'on observe aujourd'hui au Sahel, où certains États se retrouvent en conflit ouvert avec plusieurs puissances majeures à la fois. Donc pour l'auteur, l'histoire démontre que les révolutions portées uniquement par l'idéalisme échouent presque toujours, surtout lorsqu'elles ignorent les contraintes géopolitiques, militaires et diplomatiques. La souveraineté réelle, insiste-t-il, ne se proclame pas, elle se construit méthodiquement dans le silence, la stratégie et le temps long. Bon, voilà donc la réflexion de Jean-Paul Pougala en ce janvier 2026. Bon, il a évoqué plein de choses, mais il évoque surtout le rapport de force entre les pays africains et les seules Amériques. Alors, est-ce que vous trouvez, Jean-Paul Pougala, enfin, est-ce que vous trouvez, Monsieur Bruno Lombo, qu'il aurait raison ou tort? Bon, si vous me demandez mon avis, mais je vais le garder pour la fin, mais je demande le vôtre d'abord, et certainement celui de mon cousin Moira et celui de tous ceux et celles qui nous regardent, qui nous écoutent. Vous savez, Jean-Paul Pougala est réputé pour ses analyses assez pointues, Oui. parfois de la situation géopolitique mondiale, et il fait également des analyses très précises sur la situation africaine, effectivement, sur le néocolonialisme, les questions de développement économique et tout ça là. Et particulièrement sur ces questions, je trouve que, oui, il y a quand même des éléments qui portent à croire qu'effectivement, les alliances sont obligatoires. J'ai envie de dire, les alliances sont obligatoires, ou bien vous allez disparaître. C'est soit vous êtes dans une alliance forte, ou alors vous êtes vous-même fort pour pouvoir être maintenu dans le Conseil des Nations. On est en train d'avancer dans une situation où tous ceux qui ne pourront pas s'affirmer d'une certaine façon vont devoir disparaître, on va vous avaler. Ouais. Tant que vous n'êtes pas fort, vous allez rester dans un état de dépendance totale, ou bien vous allez totalement disparaître de la carte du monde. Donc, pour pouvoir être sûr que vous allez pouvoir mener un certain nombre de politiques, vous devez avoir des alliances. C'est la raison pour laquelle nous disons qu'il faut savoir, pas imposer, mais définir les rapports que vous voulez entretenir avec tel ou tel. Oui. Quel type de partenariat allez-vous mettre en place, pour quel résultat et pour quel objectif? C'est ça, parce que ça renvoie à la question sur les différentes alliances et beaucoup plus encore sur les politiques et la vision des pays africains. Comment est-ce que nous allons nous positionner dans tout ce qui se passe là dans le monde actuellement? Tous les yeux sont braqués sur l'Afrique. Contrôle des minerais, contrôle des économies et tout. Comment est-ce que nous, en tant qu'Africains, nous réagissons par rapport aux alliances qui se font? Il faut préciser que juste après l'invasion des États-Unis, pas l'invasion, le kidnapping du président Maduro, il y a eu beaucoup de réunions entre la Russie et le Venezuela, justement pour peaufiner ces alliances, parce qu'il n'est pas exclu, et le président Trump l'a précisé, que si Delcy Rodriguez ne se soumettait pas, elle subirait peut-être le même sort ou bien pire que ce que Maduro. Donc, il est clair que, voyant cela, il faut faire l'évaluation des forces en présence. Quelles sont les alternatives? Et cette évaluation vous amène forcément à aller vers X ou Y en fonction des objectifs que vous serez fixés et des contingences présentes. Donc, c'est effectivement une lapalissade que d'en parler. Bon, autrement dit, parce que l'AES n'a peut-être pas la même force, la puissance de feu que les États-Unis qui est un géant, qui est un mastodonte, ils n'ont pas le droit d'appliquer le principe de réciprocité, c'est-à-dire que d'interdire également les visas d'entrée sur le territoire dans l'AES aux ressortissants américains. À ce niveau-là, c'est clair qu'ils ont totalement le droit. Oui. Sauf que quand on regarde la marche des choses, le principe de réciprocité, j'ai envie de dire que, en même temps que le droit international, c'est de la poudre aux yeux. C'est un peu inégal, vous J'ai voulez envie de dire. dire, c'est des conneries. Mais il faut bien commencer un jour, il faut bien commencer quelque part. On ne peut même plus parler du principe de réciprocité, on va parler de la force. Vous me refusez l'entrée chez vous, je vous refuse l'entrée chez moi. Bien. Un point intérêt. Mais Jean-Paul Pougala estime que l'AES n'a pas encore suffisamment de cran et de, pardonnez-moi l'expression, de couilles pour faire face aux géants américains. C'est-à-dire qu'ils seraient plus perdants que les Américains. Enfin, je veux dire. Oui, c'est la raison pour laquelle on parle d'alliance.
s'il faut analyser concrètement la puissance de feu américaine comparée à l'AES, il n'y a pas photo. Oui. Il faut qu'on soit clairvoyant et justement objectif de le dire. Moi, je pense que peut-être pour que je donne ma contribution avant qu'on achève, puisque nous sommes limités par le temps. Jusqu'ici, on n'a pas encore des éléments qui nous amènent vers un terrain militaire, même s'il y avait eu d'abord des sortes une expression, de... Oui, hein, non, oui. je préfère quand même le souligner, même si on avait connu un peu quelques frémissements lorsqu'il y avait l'ancien commandant de l'Africom avec le Burkina Faso, où on disait que le Burkina n'a pas eu à faire ci. Je pense que sur le terrain diplomatique, c'est quand même bon pour l'AES de pouvoir réagir tel qu'il a eu à réagir. Oui. Au moins, ça là démontre quand même qu'on n'est plus dans cette structure du monde où il y avait les États-Unis. Lorsqu'on dit « Ah », quelqu'un va répondre « Ah, debout, assis, je m'assois, tourne à gauche, je tourne à gauche ». Donc, le message que l'AES délivre, c'est que effectivement, nous ne sommes plus les bénis oui. Nous pouvons effectivement vous renvoyer la monnaie de votre pièce et nous pouvons effectivement agir en toute âme et conscience et être capable de supporter les conséquences. Oui. De En ce fait, que c'est vous- le de message ce que clair vous que avez l'AES créé. envoie. Voilà. Oui. Nous sommes responsables de ce qui arrive et Oui. nous allons prendre une décision, pas en fonction de ce que vous dites, Oui. mais en fonction de comment nous voyons notre pays. C'est de ça qu'il est question. Oui. C'est de la et même, souveraineté dont il est question. et je pense même que la Chine est restée à un moment donné fermée. Hein. Elle s'est développée, cette Chine-là. Bien Donc, sûr. tel que les États-Unis pensent que Oui. nous, les Africains, on a besoin d'eux, eux aussi ont besoin de nous. La preuve, c'est que Les ils sont États-Unis d'ailleurs chez nous ont pour les beaucoup matières plus premières. besoin Besoin de nous que nous l'inverse. avons besoin de. Voilà, ça Voilà. c'est clair. Voilà, merci donc, chère cousine Pharaon Antérécis. moi. Madame, Monsieur, on va donc mettre un terme à ce rendez-vous du Oui. Grand Talk ce 7 janvier 2025. Merci à Sir Lombo qui nous a fait l'amitié d'être avec nous pour une contribution. C'est moi qui vous dis merci de m'avoir accueilli une fois de plus dans vos locaux. Merci à Kelly qui nous a permis de pouvoir être reçus chez vous. Madame, Monsieur, au plaisir de vous retrouver demain pour notre rendez-vous avec ma cousine et pourquoi pas peut-être un autre invité du Grand Talk. Elle sera avec vous Touna, c'est ce soir, cet après-midi, voilà. Oui, dans le À cadre 15 de heures. 15 heures avec Racine. Racine. Non, ce ne sont pas les arbres. Hein. Voilà, ciao, merci. Aujourd'hui, pour comprendre l'Afrique et le monde, il faut une information fiable. Sur For You Media Africa, nous avons une information vraie et fiable. J'écoute For You Media Africa pour rester informé en temps réel. Toute l'actualité africaine, dans ma main, à tout moment. For You Media Africa me donne une information crédible, instantanément. Pour la meilleure information, En Afrique, et dans le monde, nous choisissons For You Media Africa, l'information africaine et mondiale, en temps réel.